Salut à tous et bienvenue pour ces résultats de sondage qui se font donc pas sur le décor habituel puisque, bon, je vais revenir sur une chose dont j'ai parlé avant, c'est que j'ai un problème avec ma caméra qui floute lorsqu'elle reste trop longtemps focalisée sur le même plan. Et je peux très bien gérer ça lorsque je fais des vidéos travaillées où c'est pas moi qui me lance de façon totalement improvisée dans mes discours pendant plusieurs minutes, il n'y a pas de problème. Par contre, quand c'est le cas pour des vidéos comme celle-ci, eh ben, c'est un peu chiant d'avoir à faire gaffe à la netteté de l'image constamment. Parce que c'est quelque chose dont je ne fais pas gaffe. Je ne regarde pas la caméra lorsque je parle. Ça peut paraître bizarre, comme ça, mais je regarde pas l'image de la caméra lorsque je parle constamment. C'est plus naturel comme ça, hein. Regarder bêtement la caméra et faire... Non, c'est pas une méthode d'acting qui passe, hein. J'ai connu ça parmi pas mal d'acteurs amateurs et on voit tout de suite qu'ils sont amateurs totalement, quoi. Donc, si je fais ça, c'est que j'ai déjà fait mes preuves avec des vidéos tournées avec cette webcam devant mon écran dans ce qui correspond vaguement à mon salon. Donc, ça me paraît pas mal de faire ce genre de vidéo pas autant travaillé que les autres. Avec cette webcam, ça me facilitera la tâche et ça évitera des grossièretés avec les images qui floutent de façon un petit peu gênante. Voilà. Donc pour les résultats de sondage, pour les avis à tiède et évidemment le plus gros morceau pour les réactions à chaud qui sortiront la semaine prochaine, je vais utiliser cette méthode-là. Je rappellerai rapidement la chose la prochaine fois, mais bon. J'espère que ça vous dérangera pas trop. Et sinon, donc, ce sondage qui a été lancé en début de mois et qui a clos ce mois, donc, on est ric-rac dans les temps, sur vos enfants Disney préférés. J'ai pas grand chose à dire. Je remercie une fois de plus Brian Flakis et Marie-Noël qui m'ont aidé à faire cette liste. Je reprends un petit peu les gens qui se sont plaints qu'il manque certains personnages. La raison en est que je voulais pas prendre 50 000 personnages par film. Déjà qu'on a une liste de 63 personnages qui est beaucoup trop long pour moi, je vais en parler dans pas longtemps, ça, je voulais pas non plus m'étendre à fond sur certains films quoi, qui sont vraiment peuplés que de gamins, comme Peter Pan. Et donc je me suis donné cette règle, plus de 2 gamins ou groupes de gamins par film. Et ça me paraissait un peu logique de mettre Peter Pan et Wendy pour Peter Pan, quoi. Voilà, il y avait cette règle-là, et sinon, j'ai pas grand-chose de plus à dire. Je vais pas lancer les résultats tout de suite, mais dans pas longtemps, ça va pas tarder. Déjà en remerciant Hugo pour son travail une fois de plus, en l'excusant une fois de plus de ne pas participer. Depuis quelques temps, c'est difficile pour lui, hein, donc j'espère que vous ne lui en tenez pas trop rigueur. Et en disant que cette méthode de vote, il faut s'adapter, on doit changer à chaque fois le site où on prévoit nos sondages. Cette méthode de vote a quelques ratés dans les résultats parce que on ne peut pas se permettre de juste classer un certain nombre de personnages, d'objets et de laisser les autres pour compte. En tout cas, on n'a pas fait ça pour ce sondage, ce qui fait que tout le monde a été classé à chaque fois, et donc ça a été totalement biaisé par ceux qui étaient en tête de liste. Parce que voilà, si vous avez décidé de classer une dizaine de personnages, par exemple, hein, ceux qui vous ont marqué, mes préférés, tout ça, et ben les personnages après seront classés dans l'ordre initial. Et donc, ce sont les plus anciens qui auront plus de points grâce à ça. Ce qui est gênant. Faut dire ce qui est, c'est gênant. Donc, j'espère que ça vous dérange pas trop ça, sachant que je vais pas me plaindre auprès de vous pour ça, c'est clairement de notre faute, hein. Je trouve même que par rapport à la dernière fois, vous avez été plus réceptif de voter pour différents cas. On sent que vous n'avez pas juste bêtement laissé pour compte tout ce qui était Pixar et Disney Animation Studio Disney Toon derrière. Donc j'apprécie ça, c'est suffisamment déclassé par rapport à l'ordre original pour qu'on ressente qu'il y a un effort de fait de la part de ceux qui ont voté.
Et on se lance tout de suite dans les résultats. Alors, la queue de peloton, c'est sans trop de surprise. Ranjan. Je suis content qu'il soit dernier, celui-là, insupportable. Zephyr, je le déteste pas autant que d'autres, mais je comprends en quoi il est énervant pour certains. Je le trouve un peu gavant, hein. C'est pas le pire qui soit, mais je le trouve un peu gavant, donc je comprends parfaitement cette place. Lizzie de Clochette 3, ouais, stéréotype de la gamine qui n'a aucune personnalité un tant soit peu notable, en dehors de «Ah, je suis trop contente, je m'intéresse à des trucs, tout ça». Je le trouve pas intéressant, donc je suis content qu'elle soit mal placée celle-là. Scamp. Alors j'espère quand même que c'est pas moi qui vous ai juste influencé pour ces places-là, hein, parce que bon, c'est clair et net que ces 4 derniers, c'est vraiment parmi le pire du pire pour moi. Scamp, ouais, désagréable, détestable. Je ne le blaire pas, c'est lui qui gâche le film. Parce que de base, il aurait pu être à peu près acceptable dans l'absolu si il avait été mieux réussi en tant que personnage principal. Patch descend à Dalmatien 2, là je trouve ça abusé, je le trouve qui va. Il est pas sensationnel, mais il passe. Spot, le voyage d'Arlo, pareil, honnêtement. Mais bon, le voyage d'Arlo, une fois de plus, totalement boudé, celui-là. Ouais, je trouve que certains de ces délires de chien-chien sont un peu de trop. Mais en dehors de ça, ça va, il passe bien. J'aime bien cette dynamique et tout. Je le mets clairement pas aussi bas. Ensuite, les triplés de rebelles. Je suis content que ce soit dans le peloton de fin, ça aussi, hein, parce que. Je peux tellement pas les blairer, c'est le stéréotype des gamins qui se croient tout permis, qui font les guignols et qui foutent le bordel parce que ça les fait marrer, c'est tout. Et je trouve pas ça intéressant du tout. Vraiment pas. Ensuite, Shanti, du livre de la jungle 2, je comprends pas. Pourquoi vous l'avez placé si bas? Honnêtement, je trouve que s'il y a bien un truc qui est à peu près réussi dans cette suite, c'est Shanti. C'est un petit peu bizarre pour moi que ce personnage soit aussi mal placé, mais ça me surprendrait pas qu'il n'ait pas marqué grand monde et donc qu'on n'ait pas trop voté pour elle, ce qui fait qu'il se retrouvait à chaque fois en fin de liste et qu'il ait eu moins de points. Mais à côté, il y a quand même des personnages qui ont eu moins de points qu'elle, comme Ranjan, Zephyr, etc. quoi. Donc, vous avez quand même particulièrement mis en avant le fait que vous aimiez moins ces personnages-là par rapport à Shanti. Ce qui fait que. hmm, je sais pas, une fois de plus, le système est pas parfait, il y a des ratés. Je trouve qu'elle mérite pas d'être classée aussi bas. Personnellement, Russell de là-haut, alors. À nouveau, j'espère que c'est pas moi qui vous a influencé, même si ça fait plaisir, hein, ça fait plaisir de le voir si bas, je le supporte pas. Je me suis tendu là-dessus, sur ce personnage et comment il m'irritait dans sa façon de se forcer. Et ouais, Zaza, la bande à Picsou, compréhensible. Alors, en toute sincérité, là je compte bien la bande à Picsou, la série de 87 et le film, mais c'est surtout le film. Je prends en compte les films, parce que si on prend les séries, il y a énormément de séries Disney qu'on pourrait compter à ce moment-là. On dépasse les 100, hein. Une fois de plus, déjà, cette liste est très longue et ça m'a pris le chou pour bien faire le topo, les illustrations, tout ça, tout ça. Alors, si en plus j'avais dû rajouter, je sais pas, Poussinet de Mister Mask, Molly et Kit de Super Baloo, etc., etc., on serait pas rendu, non. Donc, je parle de Zaza par rapport au film, et oui, par rapport au film, elle est un peu gavante. C'est vraiment le pire du personnage qu'on trouve. À nouveau, dans la série, je trouve pas qu'elle soit si affreuse que ça. Je trouve pas qu'elle soit si horrible à supporter, mais je comprends qu'elle soit désagréable dans le film, parce qu'elle elle est vraiment à son pire niveau là. Après Couette de Mille et une pattes. J'ai fait une petite faute de frappe, j'espère que je la corrigerai, sinon tant pis, vous verrez 101 pattes sur le petit truc. Bref, Couette, ça va. Je l'ai pas placé si bas personnellement, elle remplit son rôle tout à fait correctement. Ça va, elle est pas
irritante au stade de s'imposer stupidement, et elle a un petit rôle. Le fait qu'elle soit un peu en plein développement, qu'elle cherche certains modèles, notamment notre héros principal, je trouve que c'est assez intéressant. Et oui, le fait qu'elle apprenne à voler et tout, elle passe tout à fait correctement en tant que personnage enfant. Hein. C'est pas la meilleure qui soit, mais ça passe très correctement. Donc ouais, c'est peut-être pas la plus remarquable une fois de plus. Hein, elle n'est pas très mémorable, mais je le passe bien. Je ne vais pas placer aussi bas personnellement. Pareil, Bonnie, Toy Story 3. Alors, je vais être d'accord pour dire qu'elle n'est pas ultra mémorable, c'est vraiment un personnage de transition, quoi. C'est la petite fille qui sait s'amuser avec ses jouets, et donc c'est rafraîchissant pour nos personnages. Elle est intéressante dans ce qu'elle apporte à nos personnages en termes de personnalité propre. C'est la gamine, voilà, c'est la gamine, elle est mignonnette, et puis voilà. Mais ouais, pour ce qu'elle apporte quand même, et le rôle qu'elle joue, je trouve qu'elle vaut un peu plus que ça. Et enfin, pour terminer cette liste des losers, Taran. Ça fait plaisir, sachant que oui, c'est quand même un vieux personnage, c'est un personnage de vieux Disney, donc dans l'absolu, il doit être mieux placé que d'autres. Hein. Ça a dû l'aider un petit peu pour dépasser certains. Je pense qu'il doit être en bas de la liste pour beaucoup. Et à nouveau, j'espère que c'est pas juste moi qui vous ai influencé, j'espère que c'est quand même un peu votre opinion là-dedans. Et je me suis déjà étendu à fond sur le personnage, imbuvable. Alors, top 50, on commence avec Penny de Volstar malgré lui. Ça va, elle passe sans plus, c'est pas très marquante, pas mémorable pour un sou. Et ouais, son attachement envers Volt est un petit peu mignon dans l'absolu, mais en dehors de ça, pas marquante personnellement. Mélodie de la petite sirène 2. Je trouve ça un peu abusé de la mettre aussi bas, mais bon, c'est Disney Toon, donc je m'attends pas à ce qu'il y ait énormément de personnages de Disney Toon bien placés. D'ailleurs, ouais, tous nos personnages de Disney Toon sont finis d'être classés avec cette liste-là, donc c'est un peu une Ariel Bis, mais une Ariel Bis bien réussie, dans un sens. Après, donc, Riri, Fifi, Loulou de la bande à Picsou, le film, bah, il passe mieux dans le film que dans la série, par contre. Hein. C'est l'inverse de Zaza. Dans le film, ça va, ils sont un peu à leur meilleur. Dans la série, non. Je me suis déjà un petit peu plaint du problème Riri Fifi Loulou, hein, c'est-à-dire c'est le même garçon version triple, hein, je parle bien sûr de la vieille version des années 87, hein, les nouvelles versions me plaisent énormément dans le sens où ce sont vraiment tous les trois à part, hein, ça me plaît beaucoup hein, dans la version de 2017, hein, et ouais quoi, c'est les trois mêmes qui... C'est des boy scouts sympatoches dans ce film. Ils peuvent être un peu saoulants, un peu trop saoulants dans la série à vouloir se forcer comme ça, mais dans le film, ils sont bien incorporés. Ils passent. Elon, oui, le Terra des chaudrons magiques, c'est une cruchasse la majorité du temps. Et au début, elle est un peu cool, mais après, c'est la grosse victime qui est là pour accompagner le héros, quoi. C'est le trophée, au bout du compte. Hein. Donc, pas très intéressante, hein, désolé. Wilbur de Bienvenue chez les Robinson, donc j'aime bien ce personnage, mais bon, de toute façon, Bienvenue chez les Robinson, je m'attendais clairement à ce que ce soit pas bien placé parce que c'est un film, une fois de plus, qui parle pas beaucoup aux gens. J'aime bien son tempérament, j'aime le fait qu'il essaye de réparer ses erreurs, qu'on appuie quand même que ce qu'il essaye de faire, ce n'est pas bien et qu'on le confronte à ses erreurs, quoi. Mais oui, c'est le cas particulier du gamin typique qui essaye de cacher ses erreurs, qui essaye un petit peu de faire la chose par lui-même, mais avec des motivations qu'on comprend et qui a un développement tout à fait satisfaisant, acceptable là-dedans, quoi. Lorsqu'il accepte un petit peu ce que veut son père à la fin du film, c'est quand même très joli. Il mérite d'être mieux placé que ça pour moi. Après, nous avons Kovu et Kiara. Vous préférez légèrement Kiara à Kovu, mais de pas grand-chose, hein, 3 fois rien. À nouveau, je pense que ça doit être... je pense que c'est dû au placement, en fait. Une fois de plus. Et je crois que Kiara est citée avant Kovu, si je ne m'abuse. Et donc, ouais, lorsqu'on les compte pas, et ben Kiara est un tout petit peu au-dessus de Kovu. Et donc, ça lui donnait quelques petits points en plus au fur et à mesure. Et je pense que c'est ça qui a dû jouer, quoi. Je suis prêt à parier que dans l'absolu, parmi ceux qui ont vraiment voulu voter, Kovu est légèrement préféré. Donc, ouais, je me suis étendu un peu sur les deux personnages dans mon top retour sur le film. Il passe bien. Kiara, je trouve que c'est un peu un Simba bis, mais elle réussit totalement acceptablement cet effet-là. Je trouve que Melody rend bien mieux, personnellement, mais
elle passe bien, Clara, dans l'absolu, hein, elle passe, et que vous, il y a plus de choses à dire. Sachant qu'il est plus intéressant lorsqu'il est adulte que lorsqu'il est jeune, mais c'est vraiment un tout, quoi. Et oui, ils portent le film acceptablement, hein. Leur histoire d'amour, je suis pas fan particulièrement, mais en termes de personnages propres, ils passent très bien. Max de Dingo et Max. Alors, tant que j'y pense, ça c'est une règle aussi que j'aurais peut-être dû préciser au début, c'est que, ouais, pour moi, un enfant, c'est quelqu'un qui atteint pas un certain âge. Je pense sincèrement que la limite, ça doit être 15 ans, un truc comme ça. Et Max doit être peut-être le seul encart à cette règle. Lorsque quelqu'un m'a dit, ah, tu pourrais pas mettre Yann et Barley, déjà pourquoi Barley? Barley il est adulte, merde. Yann, dans l'absolu, doit être mineur, mais Barley il est adulte, donc non quoi, merde. Donc il y a ce truc à voir dans le fait que lorsqu'on est ado de 16-17 ans, pour moi on n'est plus trop un enfant. Donc, ouais, Max, c'est un petit peu le cas exceptionnel. Là, ça vient un peu du fait que on l'a connu enfant dans la série de base, donc ça joue un petit rôle. C'est peut-être un peu ça, quoi. Il est suffisamment dans le côté enfant qui finit dans les trains pour que ça passe vraiment. Dira-t-on. Je trouve qu'il est réussi acceptablement dans le film. J'ai jamais été un fan de Dingo et Max en tant que personnage, mais leur relation et comment ils sont traités dans ce film en particulier est très bien rendu. Et je me suis déjà un petit peu appesanti là-dessus, mais bon, je me suis appesanti surtout ce personnage, hein. Jane de Peter Pan 2, le personnage le mieux classé de Disney Toon, hein. Ça fait plaisir, hein. Pour moi, vous le savez, c'est un personnage que j'adore, qui vaut énormément. Mon personnage spécifique à Disney Toon que je préfère. Donc, beaucoup de choses à dire en bien sur elle. Et ouais, je m'attendais pas à ce qu'elle soit hautement placée, mais je suis content quand même qu'elle dépasse tous les autres. En particulier Chiara et Kovu, parce que c'était pas sûr pour cela. Après, chacun typo de couscous, du gamin sympathique, qui sont un peu plus développés dans la suite, qui. C'est pas extraordinaire, mais ils rentrent bien dans le ton du film. Et ils ont une personnalité totalement rattachable à leur niveau. Ils sont pas non plus ultra poussés, ils sont pas ultra mis en avant, donc je comprends aisément cette place. Nous avons ensuite Abby de Chicken Little, que j'aime beaucoup. Honnêtement, ça me surprend pas que ce soit si mal placé. Je m'attendais à ce que Chicken Little la suive, mais il est quand même relativement bien placé au-dessus. C'est assez étonnant. On verra plus tard. Abby Chicken Little, donc, un personnage que j'aime beaucoup pour son caractère et sa complicité avec le personnage principal. Et j'apprécie aussi le fait, une fois de plus, hein, je me répète là-dessus, que on dépeigne vraiment un personnage physiquement ingrat pour les standards. Basique, évidemment, réellement, quoi. C'est très rare, hein, un personnage féminin physiquement ingrat, c'est très rare. Donc, petite touche qui me plaît. Miguel de Coco, il passe très bien celui-là aussi, hein. J'ai peut-être été un tout petit peu méchant en disant que les personnages étaient juste corrects, les personnages centraux de Coco étaient juste corrects, ils sont peut-être un peu plus que ça. Je dirais pas qualifier de super personnages, mais c'est que des personnages réussis pour leur mentalité. Et si on va au-delà du côté forcé de l'intrigue, je trouve qu'il est très rattachable dans ses désirs et ce besoin de savoir, de trouver vraiment d'où il vient et d'avoir une sorte d'approbation. Donc très bien rendu et il illustre très bien la mentalité espagnole qui est mise en place, plutôt mexicaine. Plus mexicaine, ça me semble. Ensuite, petit gourou de Winnie l'ourson. Je le trouve plat, pas marquant du tout. Mais il n'est pas désagréable ou quoi que ce soit. C'est le gamin qui existe. Voilà. Il est pris dans certaines conneries de l'univers, mais quand on compare ça aux personnages plus importants, c'est assez minime. Donc. Et ouais, sa participation dans le film sur Tigrou. Il était relativement joli. Voilà. Il y a ça que je peux dire de positif sur lui. Il était relativement touchant dans sa participation dans le film sur Tigrou. Donc, un plus, un plus. Boo de Monstre Academy. Alors, c'est un personnage qui est fort par rapport à son apport au scénario et pas tant par rapport à sa personnalité intrinsèque.
Voilà, ce qui fait que je comprends pourquoi, enfin, je comprends pourquoi il est si mal placé. S'il est placé aussi bas par rapport à d'autres, c'est que c'est Pixar, et donc évidemment, on mettra beaucoup plus en avant des personnages de Disney Animation Studios, hein. Évidemment, hein. Mais le fait est que s'il y a des gens qui n'ont pas été autant pris par beaucoup d'autres, je comprends tout à fait d'où ça vient, c'est parce que c'est une petite fille de 2 3 ans typique, qui n'a pas une personnalité ultra développée en dehors de ça, si ce n'est que, oui, elle est prise dans ces événements. En particulier, évidemment, pour sa relation avec Sully, qui est très touchante. Donc ouais, je l'ai placé un petit peu plus haut que ça, personnellement. Cody de Bernard et Bianca 2, je pense que ça a gagné quelques places du fait d'être quand même situé assez tôt. Ouais, c'est un boy scout pas mémorable, Cody. C'est ce qui le rend très plat. Vraiment, pour moi, il est assez plat comme gamin qui porte le film. C'est pas le pire, mais pas marquant du tout. Flèche des Indestructibles, j'adore, hein. Je préfère quand même sa sœur et ses parents, mais je trouve que c'est un gamin hyperactif qui tombe bien dans son pouvoir et qui appuie très bien le souci de devoir se renfermer de la part de nos supers, quoi. On ne peut pas être soi-même et donc il y a ce besoin de s'affirmer par rapport à ça de sa part qui est assez bien faite dans Les Indestructibles. Dans Les Indestructibles 2, il est là, histoire de dire. C'est moins marquant, mais il apporte beaucoup au film, je trouve. Au premier, surtout. Ensuite, Tog Jeune de Tarzan et de Tarzan 2, puisqu'on se centre surtout sur elle dans Tarzan 2. C'est pour ça que je la compte, hein. Et elle a un rôle un peu proéminent dans Tarzan 2, et ça va. Ça pose bien le personnage qui sera plus tard, quoi. J'ai pas grand chose de plus à dire sur elle. Bobby de Robin des Bois, punaise. Insupportable. Je trouve que c'est bien lui qui rabaisse le rythme, l'atmosphère du film, quoi. Il y avait ce besoin une fois de plus de faire le gamin qui suit pour que le spectateur s'identifie. Enfin, c'est nul. Je trouve ça nul comme procédé personnellement. Et il est gavant, il sert à rien à part je veux dire, remplir et infantiliser pas mal de scènes qui n'avaient pas besoin de lui parce que de temps en temps c'est quand même un petit peu infantile sans lui, quoi. Ouais, dommage qu'on ait un personnage comme ça. Lewis de Bienvenue chez les Robinson, donc notre héros central que j'aime beaucoup, qui a beaucoup de moments forts dans son problème de considération, son besoin de se trouver quelqu'un qui l'accepte. Et c'est très joli, très touchant par moments. Le fait qu'il soit pris dans cette aventure folle dingue et qu'il apprenne à s'affirmer avec ça, c'est très joli. Même si une fois de plus, en termes de logique temporelle, enfin bon, je vais pas m'étendre 50 ans là-dessus. Il porte très bien le film et il aide énormément à appuyer la très très jolie morale que ça implique. Après, Jenny de Oliver et compagnie existe. Ensuite, nous avons Jean-Christophe de Winnie l'ourson. Disons qu'on traite presque les deux personnages les moins ennuyeux de Winnie l'ourson, donc il est plat, c'est le gamin qui s'imagine un peu cette aventure, donc il a cette mentalité un petit peu spécifique et... Hmm, il existe, j'ai pas énormément de mal à dire sur lui, mais j'ai pas de bien non plus, quoi. Il existe, hein. Le fait qu'il accepte certaines conneries comme ça, dans un sens, c'est logique puisque c'est son univers, hein, ça colle à sa mentalité, mais en dehors de ça, c'est un des personnages les moins irritants, donc c'est déjà ça que je peux lui concéder. Andy de Toy Story, bon, c'est un petit peu plus poussé que Bonnie parce que on a vraiment son évolution, son développement au fil des films. Lui qui au début est vraiment le gamin basique qui s'amuse avec ses jouets et qui a une attache particulière. Dans le second film, on appuie davantage cette attache et dans le troisième film, bah, il a grandi. Il va à l'université, c'est plus un enfant. Donc techniquement, c'est plus trop à considérer par rapport au personnage. C'est aussi un problème, quoi. Je juge un personnage par rapport à une période de sa vie et pas sur toute sa période de vie. Ou est-ce que je juge ce personnage dans son entièreté? Dans son entièreté, je trouve que quand même il a énormément de valeur et je le situerai très haut. Mais si vraiment je dois le situer seulement en tant qu'enfant, c'est-à-dire dans les deux premiers films,
il passe bien, hein. Il porte très bien l'attache qu'ont nos héros envers lui. Après, est-ce qu'il est ultra marquant? Pas particulièrement, hein. Ce qui parvient vraiment à me toucher grandement chez lui, c'est quand il est adulte, dans le troisième film, quoi. C'est lorsqu'on voit un petit peu en arrière la chose qu'il a vécu. Donc, ouais, étant donné qu'il y a cette attache qui se fait par rapport à son passage adulte, j'imagine que ça a beaucoup de valeur quand même, cette phase de l'enfance. Donc, c'est un peu difficile à loger. Je le mettrai de justesse dans le top 20, je pense. Ensuite, Riley de Vice Versa, très très bon personnage central qui appuie de façon très acceptable la thématique de l'acceptation de quand quelque chose va mal, en fait, l'acceptation de sa tristesse, le fait que elle a du mal à passer outre ce qui lui arrive, même si c'est une fois de plus pour un déménagement, mon Dieu, c'est horrible, notre monde s'écroule. Excusez-moi, je n'aurai jamais de peine principale particulière pour quelqu'un qui vit quelque chose comme ça. Ou alors, il faut que ce soit une situation très spécifique, quoi. Qu'il déménage dans un endroit vraiment beaucoup plus malfamé, où il va être obligé de vivre ultra la dure. À ce moment-là, ok. Ou un truc comme Karate Kid, la nouvelle version. Limite, ok, là je peux comprendre, mais non, désolé, non, je veux pas être à fond derrière ce genre de truc. Mais le fait est que si on passe outre ça, c'est un personnage très réussi dans sa personnalité. J'apprécie cette approche d'en faire quelqu'un de vraiment toujours joyeux, qui essaie de voir le positif partout, même si ce n'est pas toujours bon pour elle. Le moment où elle craque un petit peu à la fin, même si une fois de plus ce n'est pas vraiment trop de son fait, c'est elle qui se fait manipuler, mais on peut dire que les émotions sont un petit peu une partie d'elle-même, donc c'est un petit peu elle qui c'est compliqué, c'est compliqué. Donc ce moment est assez fort et très joli, et bien entendu lorsqu'elle retrouve ses parents pour complètement affirmer ce qui l'apaise, c'est un moment très fort, très joli. Donc, oui, très très réussi, je l'ai placé plus haut que ça personnellement. Chicken Little, j'aime beaucoup le personnage. Je suis déjà très satisfait de voir qu'il soit aussi bien placé parce que je m'attendais vraiment pas à ce qu'il soit dans la moitié haute. C'est un petit peu étonnant donc. Ça fait plaisir. Hein. Vous connaissez mon avis sur lui, j'ai fait tout un laïus sur le personnage dans mon top 100. Héros des nouveaux héros. Ouais, je le trouve très classique en fait. Tellement classique le gars. Dans sa perte, dans l'émotion qu'on va faire passer autour de lui. Je dis pas une seule seconde que c'est pas efficacement fait, mais c'est juste un peu réchauffé. Le personnage est très réchauffé, je trouve, et si on nommait sa relation avec Baymax, qui est jolie à quelques moments, je trouve pas que ce personnage soit ultra marquant en soi. Ah, après, on pourrait me dire, ah, c'est quand même un cerveau, il sait faire des tonnes de trucs. Ouais, c'est ce truc typique de super-héros un peu facile. Je suis un cerveau, je sais faire des nanomachines par milliers avec mes seules capacités et un petit garage. Vous voyez. Pour moi, c'est un peu une facilité plus qu'avec une grande caractéristique de personnage. Hein. Donc, je suis un peu méchant. Le personnage est très correct. Hein. Il est écrit tout à fait acceptablement et je n'ai pas de problème gravissime. C'est juste que je le trouve pas des plus marquants. Voilà. Mais il porte le film acceptablement et je n'ai pas de grands griefs envers lui. Sauf si on compte la série qui est merdique, mais seulement par rapport au film, je n'ai pas de grands griefs envers lui. Ensuite, Nemo, du monde de Nemo, donc ce qui est fort autour de lui, c'est vraiment sa situation, comment il apprendra à gagner un petit peu en bravoure avec les événements qui lui arrivent, en confiance en lui. C'est intéressant. Une fois qu'on passe outre ça, il a une personnalité très typique là aussi. Donc, ouais, il y a beaucoup de cas comme ça. Faut dire ce qui est. Les enfants ont tous une personnalité assez typique et pas les plus mémorables pour moi dans cette liste. Et ce qui va vraiment les aider à se démarquer plus que d'autres, c'est leur situation. La situation de Nemo, elle est très forte. Il y a des moments dramatiques assez intenses qui passent nickel et qui aident beaucoup à appuyer le film. Et c'est déjà beaucoup quand on compare à d'autres. Ensuite, Koda de Frères des Ours, je trouve qu'il
il est trop limite. Il n'est pas aussi agaçant que d'autres, hein. C'est pour ça que oui, je les classe clairement pas dans les derniers, mais je trouve vraiment que son côté légèrement m'as-tu vu, son côté je tiens à m'imposer à ce mec parce que j'ai besoin d'avoir un copain avec qui voyager, tout ça, et il est un petit peu trop irritant pour le bien du personnage. Ce qui fait que le lien avec notre héros principal n'est pas aussi fort qu'il le pourrait. On aurait pu amener ça un petit peu mieux, mais dans un sens, j'imagine que ça aurait été difficile de faire en sorte que notre héros accepte de travailler, de voyager avec un ours, s'il s'était pas forcé aussi. C'est un petit peu une obligation de la mise en place, dans un sens, hein, s'il fallait mettre en avant la relation entre ces deux-là. Je trouve que c'est pas le pire, mais il a un peu trop de moments gamins intrusifs, envahissants, qui ne l'aident pas, malheureusement. Oliver, le gamin plat par excellence. Et ouais, sa situation a de quoi être un petit peu belle, mais j'avoue qu'à aucun moment donné, je suis grandement pris dans ce qu'il subit, dans ce qu'il traverse, parce que je trouve pas qu'il l'affiche, qu'il l'appuie avec particulièrement de force, à part la scène d'introduction. La scène d'introduction, il est superbe, il y a ce côté, quoi, j'ai la rue qui est vraiment une jungle, difficile d'y survivre, tout ça, il faut que je m'en sorte avec ce mauvais temps, ces chiens qui veulent s'attaquer à moi, tout ça, c'est très fort au début, et après, c'est le gamin typique qui est pris dans cette situation. Hé, rends-moi mes saucisses. Ah, je suis content d'être avec vous. Ah, je trouve une nouvelle famille, ça me tombe bien. Ah, j'aime bien être avec eux. Ah, j'aime bien être avec ci, avec ça. Il subit avec toujours la même personnalité, pas particulièrement mémorable ou quoi que ce soit. Et il est pas affligeant quoi que ce soit, il est juste plat. Il est assez creux, je trouve. Donc, désolé, on passe d'Oliver à Olivia, de Basile détective privé. J'aime bien le personnage. Alors, elle a un côté légèrement envahissant aussi, je m'impose, qui aurait pu être un peu mieux géré au début. Oui, on force un petit peu le fait qu'elle se fasse capturer. Mais elle a suffisamment de personnalité choupie pour compenser ça et la rendre attachante. Moi, ce qu'on la voit au début, au bout d'un moment, elle est vraiment là pour servir un peu de victime, quoi. Mais au début, elle est attachante. Et sa détresse d'introduction est touchante. Donc, on passe au personnage des Aristochats, à la suite, à 20 et 21. Et là aussi, je pense que c'est dû en partie à l'ordre de classement de base. Même si en toute sincérité, je trouve qu'il devrait y avoir beaucoup plus de différence de points que ça, puisque on a Marie à 5298 points et Toulouse et Berlioz à 5311. Il devrait y avoir plus de différence que ça, puisque Marie est insupportable, hein. Tu vois, autant Toulouse et Berlioz, ils sont vaguement acceptables, pas extraordinaire, mais vaguement acceptables. Marie, c'est la petite diva, regardez-moi, ah, et sauvez-moi, c'est toujours la potiche qui doit être sauvée et constamment, et elle est gavante. Ensuite, Vanellope des mondes de Ralph, j'aime beaucoup le personnage, j'aime beaucoup son statut de départ, ce statut de paria, qu'elle essaye un tout petit peu de combattre en se prouvant avec la course, sans savoir exactement son statut. J'aime bien le côté légèrement moqueur qui s'est mis en place, et lorsqu'elle est touchée par les gestes qu'on fait envers elle, que ce soit en bien ou en mal, on ressent sa peine ou sa joie. Elle est très bien rendue, son doublage c'est une de mes doubleuses préférées, une de mes comédiennes de doublage préférées qui l'a fait, et donc ça aide beaucoup. Dans la suite, beaucoup moins intéressante, mais bon, je veux plutôt garder cette image d'elle dans le premier film seulement, hein. Zip de La Belle et la Bête, il passe bien. Suffisamment sympathique, suffisamment trognon dans sa personnalité. Et ouais, c'est ces petites questions, qu'est-ce qui se passe, je suis pas très au fait de ces histoires d'amour, ces trucs un peu adultes, tout ça. C'est mignonnet. Il est mignonnet le personnage et le fait qu'on lui donne un petit peu d'importance pour participer à la fin, ça montre quand même que voilà, on n'en fait pas juste le petit gamin sympa qui est là pour dire quoi. Il sert un tout petit peu à quelque chose dans le film. C'est déjà un plus. Peter Pan.
suis toujours pas un fan, ça n'a pas changé depuis la dernière fois. J'ai du mal avec sa mentalité et le fait qu'on veuille en faire un héros en dépit de ça. Si on essayait d'être plus gris, je pense que ça passerait nickel, mais étant donné qu'on veut en faire le grand héros, au sauveur, tout ça, j'ai du mal dans l'approche Disney de la chose. En dehors de ça, bon, il est quand même suffisamment classe par moment, il sait bien se battre, donc c'est cool. Il y a déjà ça. Et ouais, son côté railleur peut être un petit peu rigolo par moment. Lilo, après, en numéro 16, j'aurais cru qu'elle serait mieux placée que ça. Quand on voit certaines places dans le top 10, c'est étonnant. Parce que il y a quand même certaines places qui sont pas automatiques, des vieux trucs, mais il y a quand même pas mal de places comme ça, donc c'est... J'ai le sentiment que ça a un petit peu joué, mais je pense pas que ça a joué au point d'empêcher Lilo d'entrer dans le top 10, quoi. C'est... On verra, on verra, hein. Le fait est que oui, j'aime beaucoup le personnage, je me suis étendu sur pourquoi elle était bien fait dans mon top 100 des personnages, même si elle a ses problèmes, surtout dans la série. Dans la série, elle a des moments où elle est désagréable, et ce besoin de la mettre en avant, de faire d'elle la grande décisionnaire de tout, c'est foireux sur beaucoup de points dans l'extension qui a été faite à Lilo et Stitch avec les deux téléfilms et la série, ça n'aide pas à la rendre aussi attachante qu'avant, mais si on passe ça, je trouve que c'est une enfant très réussie dans sa bizarrerie spéciale et ce problème social qu'elle a parce qu'elle a du mal à faire avec sa nouvelle situation où elle est élevée par sa sœur. C'est assez joli, il y a des moments très touchants entre elles, et même si pour moi Nani est beaucoup plus touchante à suivre par rapport à ça, Lilo n'est pas en reste non plus. Ensuite, Rookie jeune, c'est clair et net qu'on préfère Rox. Rox est plus mis en avant et il a meilleur design, donc c'est normal. Alors ils sont mignons en tant que genoux, ce qui est touchant autour d'eux, c'est l'amitié qu'ils forment, et je vous dis clairement, je trouve que ça manque de temps. Ça manque vraiment de temps dans le premier film pour être aussi puissant que ça, et c'est pour ça que c'est pas dans le top 10, que ce soit Rox ou Rookie pour moi. Parce que on passe tellement peu de temps sur la relation qu'ils ont nouée alors que c'est tout ce qui représente le film, c'est censé être le noyau central de ce film, que c'en est un petit peu ennuyeux pour moi. Et en dehors de ça, ce sont des gamins avec la mentalité typique qui passent très bien, hein. Voilà, ils sont pas affligeants non plus par rapport à ça, mais c'est juste. C'est ça le problème avec ce film, hein. Je sais qu'il y a des gens qui l'ont mal, que j'ai été aussi méchant avec ce film, mais pour moi, ce film, il a clairement pas atteint son potentiel lorsque on passe pas assez de temps sur les bonnes choses et trop de temps sur les mauvaises à côté. C'est c'est dommage. Il y aurait vraiment moyen de faire quelque chose de bon autour de ça et de rendre ces personnages vraiment attachants et saisissants. Et c'est pas la suite qui a énormément aidé. Oui, ça va, il passe bien, mais ils auraient pu faire plus que passer bien. Dumbo, ensuite, ce qui est touchant pour lui, c'est la situation qu'il vit. C'est comme pour Boo, en fait. Seulement, pour Boo, je trouve que l'histoire est quand même mieux écrite et mieux faite que pour Dumbo, donc je préfère largement Boo. Polochon de la petite sirène, particulier parce que il a plusieurs incarnations. Dans le film original, celui qu'on connaît le plus, c'est l'ami de service qui aide quand il y a besoin. Sa caractéristique d'être un peu poltron sur les bords reste plus amusant que celle de Reka, je trouve. C'est déjà ça. Et, ouais, il n'est pas aussi marquant que ça, mais en tant que présence, en tant qu'enfant qui suit notre héroïne, il joue bien son rôle. Et il appuie quand même cette relation spéciale qu'il a avec elle. C'est assez joli. Et j'apprécie une fois de plus comment on développe ça dans les œuvres à côté, que ce soit dans la série lorsqu'on revoit un petit peu les débuts de leur rencontre, ce qui montre qu'il n'est pas si jeune que ça, s'ils se connaissent depuis qu'ils sont petits. Bref. Surtout dans La Petite Sirène 2, où il est adulte, où il a grandi, et qu'on appuie quand même qu'il y a toujours ce lien entre lui et Ariel. C'est assez joli ça. Il y a beaucoup de choses positives à dire sur lui. Est-ce que c'est le plus marquant qui soit? Non, mais il a pas mal de valeur quand même. Nala jeune, du Roi Lion.
Je trouve que c'est vraiment à son meilleur niveau quand elle est jeune, c'est vrai. Quand elle est adulte, elle sert juste... J'exagère un peu. Elle sert un petit peu d'excuse pour que Simba revienne en servant un petit peu de soutien comme ça rapidement. Alors que dans la période jeune, elle est quand même beaucoup plus marquante. Hein. Je la préfère à Simba jeune, hein, qui est un peu plus haut évidemment dans le classement à ce niveau-là, parce qu'elle a un peu d'assurance, un peu de confiance. Elle cherche également à s'amuser comme Simba, mais elle est un tout petit peu plus réfléchie. J'apprécie ça. Le truc, c'est que c'est pas la plus développée qui soit, c'est pour ça que je l'ai pas placé tout à fait aussi haut, mais elle est quand même bien placée pour moi, hein. Je le déteste pas, loin de là. Tarzan jeune, j'adore cette bouille, il est trop mignon comme tout. Et s'il y a bien un truc qui m'a plu dans Tarzan 2, étant donné qu'on n'est pas vraiment revenu là-dessus, c'est assez étrange. Pour l'instant, on voulait pas que je fasse Tarzan 2. En top retour, c'est que au moins on poursuit un petit peu ça, ce côté, j'essaye de m'affirmer, j'essaye un petit peu d'avoir quelque chose qui me donne de la valeur là-dedans, dans cette famille. C'est très joli de sa part, et j'aime beaucoup cette transition du personnage. On passe suffisamment de temps, ne serait-ce que dans le premier film, à montrer comment il essaye de trouver sa place, de montrer sa valeur. Et ce besoin d'attention, ce besoin de reconnaissance est particulièrement palpable et le rend vraiment touchant et attachant. Et ça aide énormément à façonner le grand gaillard, toujours aussi trognon qu'il sera plus tard. Et je trouve qu'il est parfaitement réussi en tant que jeune et il méritait largement d'être dans le top 10 pour moi. Mais il l'a évité de peu, hein, de peu. Pour commencer ce top 10, nous avons en numéro 10 Rox Jeune. Ouais, le meilleur que Rookie, je me suis déjà un petit peu étendu sur le personnage. Je comprends un petit peu que ça puisse plaire, je comprends qu'on puisse être touché par sa relation avec la veuve Tartine. J'aurais toujours du mal à prononcer ce nom. Ces moments de personnages sont quand même plus nombreux et plus percutants que ceux de Rookie, ce qui fait que c'est tout à fait naturel qu'il soit mieux placé et je comprends aisément qu'on puisse être touché par son histoire. Mais pas mal d'éléments vont un peu trop vite et sont pas illustrés de la meilleure des façons pour moi, ce qui fait que c'est pas aussi fort que ça le pourrait, une fois de plus. Mais ouais, cette place, je la comprends très bien. Ensuite, nous avons Pampan Jeune de Bambi, et c'est là qu'une fois de plus que je pense que ça a un peu été influencé par la place, parce que la plupart de ces personnages sont des personnages de l'époque avant années 90 quoi. Alors à moins qu'on ait une recrudescence des fans de la très vieille période Disney, je pense que l'ordre de cette liste a un peu influencé malheureusement ces résultats. Donc Papa Jeune, il est trop... Il appuie bien le personnage de Bambi, Bambi qui est plus réservé et Pampan qui est donc du genre plus expressif, donc il passe très bien pour ça. Une fois qu'on passe ça, il est pas ultra marquant, je trouve. Je suis désolé, hein, je ne le trouve pas ultra marquant et je trouve qu'il mériterait pas d'être dans un top 10 personnellement. Mais il passe, il passe. Ensuite, en numéro 8, nous avons Mowgli du Livre de la Jungle, le personnage central de cette histoire. Le dernier film fait sous Walt Disney, donc ça a une certaine valeur dans un sens, et je me suis étendu sur le personnage aussi. Dans l'idée, il est très intéressant. Dans l'exécution, je trouve quand même qu'il y a beaucoup de trucs qui vont pas, quoi. Il est suffisamment touchant par moment par rapport à ses liens avec Baloo et ce besoin d'avoir quelqu'un sur qui se reposer pour être acceptable. Mais il y a des moments où il arrête pas de geindre en dire ah non moi je veux ci, moi je veux ça, ah je suis capable de faire tout comme ça. Ah geindre régulièrement comme ça, je le trouve pas ultra sans sas. C'est un peu dommage, je pense qu'on aurait pu se lâcher un petit peu moins là-dessus et ça aurait rendu le personnage un peu plus fort par rapport à son potentiel. Après, en numéro 7 évidemment, il fallait que ça tombe Simba jeune. D'ailleurs, incroyable que ce soit pas dans le top 5 ça. Simba jeune qui passe bien. C'est le gamin un peu typique et qui est curieux, qui veut savoir tant beaucoup de choses et qui
et surtout touchant par rapport au crasse qui lui arrive à la fin, quoi. Ce qui le rend touchant et marquant pour moi, c'est pas tant le début où il s'amuse, où il essaye d'être un petit peu curieux et où il se fait un petit peu prendre dans l'attaque des hyènes, tout ça, ça va, il passe acceptablement. Ce qui le rend touchant, c'est évidemment quand le drame, la tragédie lui tombe dessus et qu'il doit encaisser tout ça et qu'il finit par un petit peu fuir la réalité que ça lui pose avec Timon et Pumba. C'est très bon en termes de développement de personnage, ça, très bon. En termes de personnalité, je sais pas, je trouve qu'il y a quand même mieux que lui, mais je comprends cette place. Ensuite, en numéro 6, Penny de Bernard et Bianca. Là aussi, je comprends cette place parce que je trouve que, en termes de personnalité, elle est très plate. Vraiment. Mais ce qui parvient à la rendre quand même touchante, un peu attachante, c'est véritablement l'horreur de la situation qu'elle vit et l'émotion que ça suscite, quoi. Le fait qu'elle veuille une famille pour l'aimer et qu'elle soit tombée sur cette connasse et son second qui lui en font voir des vertes et pas mûres, quoi. C'est triste et on a vraiment de la peine pour elle lorsque ça lui arrive, ce qui fait qu'à la fin, lorsqu'on nous montre un peu rapidement malheureusement et qu'elle a fini par trouver une famille, eh ben on est rassuré. Il y a une satisfaction indéniable. Donc voilà, sa situation est suffisamment forte et touchante pour qu'elle ait une valeur en tant que personnage. En termes de caractère pur, c'est pas le plus marquant. J'ai mieux pour moi avec Wendy de Peter Pan, qui elle fait partie de mon top 10. Hein. Il n'y en a pas des masses dans notre top 10 qui fait partie de mon top 10, mais elle en fait partie. Et ouais, j'aime beaucoup son caractère, sa personnalité, le fait qu'elle ait ce côté un peu british, un peu femme classe, mais qui a envie de s'amuser un petit peu, qui a envie de ne pas totalement céder au monde des adultes, mais qui finit par y céder un petit peu en comprenant ses leçons avec son aventure chez Peter Pan. Je trouve qu'il y a quelque chose de très bon. Hein, c'est elle la voix de la raison la grande majorité du temps dans cette aventure. Et c'est pour ça que je trouve très bon l'idée que ce soit juste un rêve, quelque chose qu'elle se fait dans sa tête. Pour moi, c'est quelque chose qui rend ça particulièrement fort, même si, bon, la suite confirme ça, et d'après les bouquins, il me semble que oui, il y a pas photo, c'est un monde réel, hein, c'est pas une imaginaire ou quoi que ce soit. Donc, il y a beaucoup de choses à dire en bien sur elle, sa personnalité, comment elle arrange un petit peu les choses, comment elle essaye de calmer le jeu à plusieurs moments par rapport à tous ces enfants qui doivent être gérés. Parce que ouais, les enfants qui doivent être gérés à côté, soit ils sont plats, soit ils sont énervants. Ces deux frères, je les supporte pas plus que ça, je les trouve sans intérêt. Et les enfants perdus. Bref, c'est le grand point positif dans tout ce bordel-là. Arthur de Merlin l'Enchanteur. Étonnant. Je veux dire, même en prenant en compte le fait qu'il était classé assez haut de base, je trouve ça étonnant qu'il soit si bien placé parce que c'est pas le truc évident. Autant le top 3, on va en parler, je trouve que c'est logique à un certain degré. Autant ce numéro 4, c'est pas un truc qui coulait de source, pour moi. Après, ça va, il passe correctement. Ce qui est plus intéressant, c'est les leçons qu'il apprend via Merlin que sa personnalité particulière. Je trouve qu'il subit un petit peu trop en fait Arthur. Il a deux trois moments où il est un peu touchant rapidement, mais sinon il subit un peu l'histoire quoi. Et ça rend pas ultra marquant d'avoir un personnage qui subit juste l'histoire. À moins que l'histoire soit vraiment forte. Et je trouve pas que l'histoire de Merlin l'Enchanteur soit mauvaise du tout, mais je trouve pas qu'elle soit sensationnelle non plus quoi. Bref, on entame le top 3 avec en numéro 3 Pinocchio. En toute sincérité, j'aurais presque même vu un peu plus haut, genre numéro 2 ou numéro 1, mais numéro 3, sachant que ça joue à pas grand chose en termes de points. Et ouais, porte très bien son film. C'est une autre approche de l'enfant qui doit tout absorber en fait. Euh, Contrairement à d'autres cas où c'est l'enfant typique qui est pris dans une situation, c'est la situation qui est intéressante, c'est un enfant qui est un petit peu typique dans le sens où il est un petit peu
façonné par son environnement, par ce qui l'entoure. C'est quelqu'un qui est très naïf et qui croit bêtement ce qu'on lui dit et qui subit toutes ces aventures qui vont le forger un petit peu. Mais il a suffisamment de développement et de moments forts, que ce soit en émotion ou en action, parce que à la fin quand même, il participe, il aide un petit peu quoi, et il a quelques moments de bravoure. Ça aide à rendre le personnage assez étoffé, suffisamment étoffé, pour que son moment de sauvetage à la fin, le moment où on lui sauve la vie, soit mérité. Il a suffisamment de développement dans les aventures assez affreuses qu'il vit pour avoir une valeur certaine et oui, oui, il porte tout à fait bien le film. Il me plaît beaucoup. Il me plaît beaucoup. En numéro 2, nous avons Alice, donc mon personnage enfant Disney préféré. Hein. Si vous avez suivi mon top 100, j'adore le personnage, j'adore son caractère, j'adore sa façon très décalée de prendre cet univers qu'elle crée elle-même. C'est ça qui est assez drôle et j'adore le développement qu'on fait autour de ça, cette espèce de ras-le-bol qui s'instaure et cette compréhension par elle-même de la normalité. C'est important d'être de terre à terre de temps en temps et de pas juste être fou tout le temps. C'est quelque chose qui est très bien vendu et ouais, elle a la personnalité, le caractère qui aide à porter ça de façon nickel. J'adore énormément de ses interventions, j'adore quand elle s'énerve de certaines choses, j'adore quand elle sait suivre un peu le délire qu'on lui propose, j'adore quand elle, enfin j'adore, façon de parler, j'adore quand elle s'attriste des conséquences de la perte de temps qu'elle s'est infligée et j'adore quand elle perd patience aussi et qu'elle devient un peu cynique. Il y a tellement de choses, ce personnage est tellement complexe et c'est une bonne chose parce que voilà, c'est son film, c'est elle qui le porte et je l'adore, j'adore. Et enfin, pour terminer en numéro 1, nous avons je chante pour toi le bonheur d'être jeune et parfois je sais pas les paroles de cette chanson. Je sais pas pourquoi je me suis lancé là-dessus. Bon, bon, mais j'aime bien, j'aime beaucoup. Ah, il porte très bien cette espèce de candeur qu'il affiche lorsqu'il découvre le monde. Vraiment, c'est ce tout nouveau-né qui découvre le monde qui l'entoure, qui apprend un petit peu à s'acclimater aux différents passages du temps et à comment les choses fonctionnent, les amis qu'il se fait. Et c'est découvert, c'est très touchant. C'est un film très contemplatif sur pas mal de points, en tout cas dans la première moitié clairement. Et c'est très bien retranscrit par rapport à l'émerveillement et un peu la naïveté du personnage qui découvre tout ça. Il porte parfaitement cette partie-là. Il est un petit peu moins intéressant une fois qu'il devient adulte, surtout par rapport à la fameuse scène des batifolages, mais je pense que ce qui parvient vraiment à le cimenter comme un personnage notable et iconique, Bambi, c'est vraiment cet aspect simple et sobre dans la découverte qu'il affiche. Et il porte très bien la grosse première moitié du film avec ça. Hein. Il a beaucoup de valeur pour ça et je comprends cette première place. Hein. Ce top 3, je le saisis parfaitement, hein. Il est totalement mérité, hein. Même si ça a peut-être été un peu influencé par l'ordre de base, mais je pense que c'est un top 3 qui est mérité. J'espère que cette liste vous aura plu. Vous avez été assez nombreux à voter, je vous remercie une fois de plus. Et je vous donne rendez-vous d'ici un certain temps pour le futur sondage. En toute sincérité, je sais pas ce que je vais faire pour des sondages de classement comme ça. Vraiment, j'arrête pas de me dire, pour la prochaine fois, j'ai évité de faire des listes trop longues et à chaque fois, je fais des listes 63. Non, merde, quoi. Faut vraiment que je me force, quoi, que je me bloque un petit peu sur un nombre précis, quoi. 30, 40 maximum, puis basta, quoi. Au bout d'un moment, ça devient un petit peu gonflant. D'autant plus que le nouveau site de sondage que Hugo utilise par obligation, hein, je lui en veux pas du tout, hein, c'est un petit peu moins sympathique, moins direct de faire ça. Ouais, ce sera pas plus mal de faire ça avec des listes plus courtes. Mais il faut trouver des thèmes. Et puis ça que c'est difficile, quoi. Mais bon, la prochaine fois, ce sera un sondage de notes, donc ce sera beaucoup plus simple à faire.
Voilà qui conclut cette vidéo. Je vous remercie tous d'avoir suivi. J'espère que ça vous aura plu. Et je vous donne rendez-vous pour le mois prochain, normalement ou peut-être dans 2 mois, pour le prochain sondage qui sera donc sur une liste de films logiquement. Ah, mais ça peut changer, on verra. Ce sera des notes, en tout cas. Je vous remercie, à bientôt pour de futures vidéos. Bye!